Salut YouTube. Pose-toi, prends une petite chaise, fais-toi un petit thé, un petit café, et laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit jeu vidéo du doux nom de Doki Doki Literature Club, un visual novel où un jeune lycéen intègre un club de littérature dans un lycée au Japon pour concrètement pécho au moins une des membres comme un gros charreau. Et avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. Tout comme le jeu, cette vidéo n'est pas conseillée aux personnes sensibles. Je vais aborder certains thèmes qui sont pas super nice, et surtout, je vais vous montrer des images et des vidéos tirées du jeu pour illustrer mes propos. Donc si vous vous considérez comme fragile, je vous invite à quitter la vidéo pour le coup, ça serait peut-être mieux pour vous. Et en plus de ça, pour ceux qui sont restés, je vais spoiler tout le jeu comme un gros sac. Donc si vous voulez le découvrir par vous-même, je vous invite soit à le faire déjà, avant de continuer. Il est gratuit sur Steam, et je vous conseille de le faire d'une traite, ça prend 7 ou 8 heures. Mais je trouve que en quittant le jeu, en sauvegardant, en faisant des grandes pauses, on perd un peu l'immersion dans l'ambiance. Ou alors, si vous n'avez pas envie de le faire, il y a des très bons let's play sur YouTube, comme celui des Game Grumps par exemple. Et donc je vous invite clairement à aller en voir un avant d'aller plus loin. Sur ce, on est parti. Voilà, donc si vous êtes encore là, j'imagine que c'est parce que vous avez soit déjà fait le jeu, soit déjà vu un let's play, ou vous en avez rien à carrer. Et pour la dernière catégorie, même en vrai pour les deux premières qui auraient oublié l'histoire, on va la détailler un petit peu, cette histoire, donc qui se déroule en 4 parties, et après on pourra passer au vrai propos de cette vidéo. Le jeu commence un beau matin, alors que le personnage principal se rend au lycée, avec son amie d'enfance Sayori. Une fois la journée passée, elle insiste de ouf pour qu'il aille avec elle pour voir le club de littérature. Alors pour ceux qui savent pas, c'est très courant au Japon d'appartenir à un club pendant ses études, que ce soit au lycée ou même dans l'étude supérieure, peut-être même avant, je suis pas trop sûr de ça, mais même avant, c'est possible. Et une fois dans le club, on va rencontrer les 3 autres filles du jeu, à savoir Natsuki, Yuri et Monika, et bien sûr, parce que bon, sinon il n'y a pas d'histoire, on intègre le club. Et c'est là qu'on va être introduit à une mécanique de jeu récurrente, l'écriture de poèmes. En gros, chaque soir, on va devoir écrire un poème en choisissant des mots correspondant soit plus à Sayori, soit Natsuki, ou soit Yuri. Bizarrement, pas à Monika. Et si le joueur arrive à faire un poème correspondant en majorité à une des 3, il y aura une petite scène le lendemain. Voilà, quelque chose d'assez classique. Donc on avance dans le temps, et on arrive à la veille du festival de l'école, où le personnage principal aura le choix de passer la journée avec Yuri ou Natsuki pour le préparer. Sayori est déjà avec Monika. Mais avant de rejoindre la fille qu'on a choisie, le personnage principal ira voir Sayori, ayant remarqué qu'elle avait une petite baisse de morale dernièrement. Et cette dernière révélera donc qu'elle souffre d'une grosse dépression, cette dernière s'étant relativement aggravée. Et après l'avoir réconforté du mieux qu'il peut, le personnage principal rejoint la fille qu'il a choisie pour passer la journée, et vous vous doutez que voilà, ça se rapproche bien sûr toute la journée jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et une fois cette fille partie, on aura donc une nouvelle discussion avec Sayori pendant laquelle elle va déclarer sa flamme au personnage principal, qu'on peut accepter ou renier. L'accepter fera voir juste une petite illustration de Sayori, du personnage principal qui se font un câlin, mais en vrai, ça changera pas plus que ça les choses, parce que le désespoir de Sayori va quand même continuer à s'aggraver. On arrive donc au jour du festival, et on remarque assez vite que Sayori se pointe pas du tout. Et en lisant des tracts du club fait par Monika, où se trouvent plusieurs poèmes écrits par le membre du club, on lit le poème de Sayori qui s'appelle « Sors de ma tête », qui est assez explicite d'ailleurs. Et extrêmement inquiet, le personnage principal se hâte donc jusqu'à chez Sayori pour la trouver pendue dans sa chambre, le regard vide, accompagné d'une musique distordue, jusqu'à retourner au menu principal, où Sayori n'est plus qu'un tas de sprites désorganisés, avant de se rendre compte que notre sauvegarde a disparu et qu'il faut qu'on recommence à zéro. Vous l'aurez peut-être compris, mais c'est là que le jeu nous montre son vrai visage. On relance donc le jeu, et la majorité de ce qui va se passer est semblable à la première partie, avec quelques différences. Bon déjà comme je dis, Sayori a été effacée de l'existence, donc l'intégration au club se fait non pas grâce à elle, mais grâce à Monika, qui nous interpelle au détour d'un couloir.
Une fois dedans, on rencontre donc Natsuki et Yuri, cette dernière étant donc devenue vice-présidente du club d'ailleurs, à la place de Sayori. Le jeu continue de se passer comme avant avec la création de poèmes et tout ça, mais on peut remarquer quand même quelques changements dans les comportements de Natsuki et Yuri. Yuri paraît plus malsaine et obsessive, allant même jusqu'à se mutiler dans un couloir après qu'on interagit avec elle, alors que Natsuki semble être en sous-nutrition, et même très possiblement abusée par son père. On remarquera aussi que Monika est mise en avant un peu plus que dans la partie 1, mais juste à travers différents bugs visuels, parce que dans l'histoire, elle est quand même relativement mise à part. Donc tout se passe plus ou moins pareil qu'avant malgré tout, et une engueulade entre Natsuki et Yuri, qui était déjà arrivée dans la première partie, se déclenche mais en beaucoup plus violent. Ça s'insulte très salement, l'écran part en cacahuète, la musique aussi, et comme pour la première fois, on a le choix de défendre l'une des deux. Mais cette fois, le jeu se contentera de zoomer à chaque fois qu'on choisit quelle fille défendre, jusqu'à faire apparaître le visage de Monika en méga giga gros plan, avant que celle-ci nous propose donc de sortir pour laisser les choses se calmer un petit peu. Pendant qu'on discute avec Monika dans le couloir, on verra Natsuki sortir en pleurant peu de temps après, et quand on rentre dans la salle, si on essaie d'interagir avec Yuri, la seule chose qu'elle dira c'est « je ne le pensais pas ». Le lendemain, comme pour la première partie, on décidera d'avec quelle fille on préparera le festival pendant le week-end, et peu importe qui on voudra choisir, le curseur se déplacera contre notre gré sur le nom de Monika. Et même si on arrive à choisir Yuri ou Natsuki, le jeu va pas se laisser faire en fait. On verra juste une paire d'yeux violets apparaître en fond de l'écran, et plein d'icônes, plein de boîtes textuelles avec le nom de Monika à l'intérieur. Bah donc Monika, hein, c'est parti. Et juste avant de quitter le club, on sera interpellé par Yuri qui nous déclare sa flamme, comme Sayori, mais de façon un peu plus dérangeante quand même. Un petit peu. En disant des phrases du genre ouais, je t'ai volé un stylo et je me touche avec tous les soirs. Ou bien sûr, le classique, j'ai envie de te découper la peau et de m'en faire un sac de couchage. Enfin, une bonne ambiance quoi, hein. Globalement, une très bonne ambiance. Et peu importe si on choisit d'accepter ou non sa déclaration, elle se suicidera sous nos yeux en se plantant un couteau dans le bide 3 fois. Après ce moment-là, l'image se fige sur le cadavre de Yuri, et il est grandement conseillé aux joueurs de rester appuyé sur le bouton passer parce que le personnage principal reste littéralement tout le week-end in-game à côté du corps de Yuri, sans jamais rentrer chez lui. Et c'est le lundi que Natsuki et Monika rentreront dans la salle, pour nous trouver toujours au même endroit. Natsuki vomit violemment avant de s'enfuir, et Monika, qui elle par contre paraît très amusée par ce qui se passe, décide de supprimer Yuri et Natsuki, et nous téléporte dans une salle de classe vide donnant sur le néant. Une fois arrivée dans cette pièce, Monika défonce le 4ème mur comme un combattant de MMA défonce son adversaire, et révèle qu'elle est consciente depuis le début d'être dans un jeu, et que c'est à cause d'elle que tous les problèmes et autres actes horribles du jeu sont arrivés. Elle a aggravé la dépression de Sayori, la poussant au suicide, et elle a aussi augmenté les tendances obsessionnelles de Yuri, menant aussi à sa mort tragique à la fin de la partie 2. Monika précise qu'elle a fait tout ça par amour pour le joueur, alors pas le personnage principal, hein, le joueur, vous, derrière votre écran, parce qu'elle voulait passer plus de temps avec vous, et qu'elle en a ras-le-bol d'être entourée de personnages programmés sans libre arbitre. Elle a donc joué avec les fichiers des personnages, les fichiers .chr, mais vu qu'elle est très mauvaise en code, tout ce qu'elle a réussi à faire c'est corrompre le jeu. Notons également qu'à ce stade, toutes nos sauvegardes ont été supprimées, et que si on essaye d'en créer une nouvelle, tout ce qu'on aura c'est un message disant « Plus besoin de sauvegarder, ne t'inquiète pas, je ne vais nulle part ». Message bien évidemment signé Monika, on s'en doutait hein. Et après avoir expliqué tout ça, Monika demande au joueur de devenir son petit ami. Ce qui est pas vraiment une demande en fait, vu qu'on n'a pas d'autre choix. Mais en fait si. Soit on accepte de passer l'éternité avec Monika dans cette salle de ses morts, en lisant sa shitload de lignes de dialogue. Ou alors, on peut aussi décider de faire comme elle. C'est-à-dire supprimer son fichier de personnage, donc monika.chr, présent dans les dossiers du jeu. En faisant ça, elle disparaîtra, mais sa conscience persistera. Après une brève conversation avec elle, elle se rendra compte qu'au final, tout ce qu'elle a fait effectivement, c'était très très mal quand même, hein, ça a mené à la mort de plusieurs personnes, et décidera de restaurer tous les autres personnages du jeu, à l'exception d'elle-même, souhaitant donner une fin heureuse aux joueurs, ce qui amène à la 4ème et dernière partie du jeu. Tout recommence donc à zéro, mais sans Monika. C'est donc Sayori qui est devenue présidente du club de littérature et qui nous invite à le rejoindre, ce que le personnage fait pour une fois de son plein gré. Après avoir rencontré Yuri et Natsuki dans la salle du club, les deux s'en vont et Sayori nous prend à part et commence à nous parler, toujours pas au personnage principal, mais bien à nous, en nous disant que maintenant qu'elle est présidente du club, elle se souvient de tout ce qui s'est passé précédemment et qu'elle a décidé de reprendre là où Monika s'était arrêtée pendant la partie 3,
nous enfermant donc encore une fois dans cette foutue salle, mais le joueur est sauvé in extremis par la conscience de Monica, toujours présente dans le jeu, qui supprime Sayori avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Après ça s'ensuit un dialogue avec Monica où elle conclut que le bonheur est littéralement impossible dans le club de littérature et décide d'effacer l'intégralité du jeu. Le générique de fin se lance donc pendant que Monica, qui semble avoir atteint une sorte de nouveau stade d'existence, nous chante une chanson appelée My Reality, tout en supprimant peu à peu tout ce qui compose le jeu, avant de nous renvoyer sur un dernier poème de Monica remerciant le joueur. Après ça, une fois revenu sur le menu principal, on se rendra vite compte que toute tentative d'interaction affichera un message nous demandant de désinstaller et réinstaller le jeu. So, you know how I've been like practicing piano and stuff? And not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So, yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down. Et voilà. Maintenant que tout le monde connaît au moins l'histoire ou s'en rappelle dans les grandes lignes, on va pouvoir passer au vrai propos de cette vidéo, à savoir comment Dan Salvato, le créateur du jeu, arrive à créer la peur. Parce que les moyens qu'il utilise, je les trouve vraiment très intéressants et assez inédits dans le domaine. Alors sauf erreur de ma part, hein, peut-être que ça a déjà été utilisé autre part mais que j'ai juste pas fait le jeu. Et en toute dernière partie, on va aussi parler d'un possible lore que Salvato met en place à travers différents easter eggs et choses cachées dans les dossiers du jeu, et que je trouve extrêmement intéressant aussi. Mais d'abord, comment Salvato crée la peur? Bah déjà, bon, l'ambiance, toujours l'ambiance compte énormément dans un jeu d'horreur, surtout un jeu d'horreur psychologique comme ça. Et donc, l'ambiance, comme je disais, compte énormément. Et dans le jeu, ça va surtout être à partir du moment de la mort de Sayori. Le suicide de Sayori, il change toute la perception de l'ambiance de la part du joueur. Je veux dire, on commence le jeu en voyant quelque chose de relativement mignon, coloré, avec des petites musiques sympathiques. Et on veut juste essayer de draguer des meufs que le personnage principal trouve mignon au final. Enfin, c'est un visual novel en fait. Mais d'un coup, paf! Le jeu décide de prendre un virage en drift, mais de jamais s'arrêter. Parce qu'il y a des choses que je vous ai pas dit pendant que je vous racontais l'histoire, mais par exemple, pendant la partie 2, après être revenu du couloir, si on regarde attentivement au fond de la salle, mais il y a un poster qui change. Le poster avant c'était un poster orange, je sais plus trop ce qu'il représentait, mais à ce moment-là, il y a de grandes chances que ce poster orange donc soit devenu une image de Sayori pendue dans sa chambre. Et peu de temps après, pendant que Yuri fait sa confession au personnage principal, on peut entendre un rire non identifié. Enfin, on sait vraiment pas qui c'est. On sait que Monica a une voix, mais ça c'est pas la voix de Monica. Quelqu'un d'autre rit en arrière-plan. Et en plus de ça, on va pouvoir énumérer différents bugs visuels aussi, pendant les dialogues à partir de la partie 2. Le texte devenant noir et montrant une phrase qui n'est pas forcément super gay. De même que quelques changements graphiques que je vais pas énumérer dans leur intégralité, mais qui ont plus ou moins de chances d'apparaître, comme pendant l'acte 2, avec Natsuki, où pendant le dialogue qu'on a avec elle près de l'armoire, on a 25% de chances que son visage, que vous voyez là à l'écran, voilà, donc le visage de Natsuki quoi, devienne ça. Donc bon, on va pas se mentir, mais en termes de confort visuel, on n'est pas au top. On n'est vraiment pas au top. Mais c'est exactement pour ça que l'ambiance marche. C'est grâce à cet inconfort visuel qui va vraiment rebuter le joueur, et même parfois sonore. Donc comme je disais pendant la mort de Sayori, la musique, elle est extrêmement inconfortable pour les oreilles. Et puis je vous parle pas des poèmes spéciaux, hein, qui sont au nombre de 11 dans les fichiers du jeu, mais que le joueur ne pourra en débloquer que 3 aléatoirement au final. Et donc si ça vous intéresse, je vous les mets en description donc, sur la page du wiki français de DLC. Alors ils ne sont pas tous, il en manque 2 ou 3 je crois. Mais ils sont assez faciles à trouver en anglais quelque part sur internet. Et bien évidemment, ce qui marche le plus pour instaurer cette peur, c'est l'usage extrêmement malin du 4e mur par Monica, et qui est parfois un petit peu caché.
comme dans l'acte 2, où un fichier va apparaître dans le dossier du jeu pendant que Yuri nous déclare sa flamme. Et le fichier s'appelant passe un bon week-end.txt, ce qui est assez équivoque. Voilà. Puis on a aussi le fichier i.txt, avec 20 i, qui contient un message de Monica qui dit que tout ce qu'elle veut, c'est qu'on les déteste. Les faisant très sûrement référence aux autres filles du jeu. Vous comprenez donc que bon, les fichiers sont remplis de mystères, mais on peut aussi trouver des usages de ce quatrième mur dans le jeu, plus précisément pendant la troisième partie, pendant que Monica nous enferme dans la pièce donnant sur le néant. J'ai déjà évoqué plus haut, mais dans cette partie, elle a beaucoup de dialogues écrits. Mais genre, vraiment beaucoup. Il y a quelqu'un sur le wiki qui s'est amusé, entre guillemets, à les répertorier en catégories, et ça nous donne 7 sections, chaque section contenant 3 à 13 sous-sections selon les thématiques. C'est énorme. Et du coup, pendant ces dialogues, il y en a où elle va pas appeler le joueur par le nom qu'il a choisi au début du jeu, mais par le nom de la session de son PC. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement, sur mon PC, ma session elle porte mon prénom. Donc tout d'un coup, en pleine immersion, genre, voir Monica qui m'appelle Florian, c'était pas la chose la plus confortable. Hein, je vous avoue. Ça m'a quand même pas mal refroidi. Mais on a aussi certaines choses qui se déclenchent que si des conditions sont remplies. Par exemple, si OBS est actif sur le PC du joueur, ce qui veut dire qu'il soit il enregistre sa partie, soit qu'il la diffuse en direct, Monica va commencer à s'adresser aux spectateurs avant de leur balancer un screamer pour les punir de les espionner, elle et celui qu'elle aime. Mais on peut aller encore plus loin là-dedans. Bon, déjà, bien sûr, on a la chanson My Reality, donc chantée par Monica à la fin, qui montre qu'elle a évolué, qu'elle a maintenant une voix et qu'elle est plus proche du joueur que jamais. Et puisque personnellement, autant j'adore la chanson, hein, elle est trop bien, mais autant cette pensée me terrifie, mais il y a plus que ça. Monica, elle est consciente, certes, mais elle n'est pas enfermée dans le jeu. Déjà, si on fait attention, on voit que c'est elle qui a écrit la description du jeu sur Steam, en s'adressant directement au potentiel joueur qui la lit, ce qui semblerait pas forcément illogique parce que le jeu est quand même lié à Steam, donc bon, il y a un certain lien. Mais, en lisant les dialogues de Monica, donc de la partie 3, quand on est enfermé avec elle, j'ai trouvé une section qui s'appelle Twitter. Et donc j'ai découvert en écrivant cette vidéo que Monica a un compte Twitter à cet identifiant-là. Et au moment où j'enregistre ça, donc là nous sommes le 18, si je ne me trompe pas, hein, le 18 février, effectivement, le dernier tweet de Monica remonte à quelques jours, le 14 février, où elle a publié un petit poème tout mignon, tout plein, sur le temps qui passe. Et comme pour My Reality, en vrai, la pensée que ce compte Twitter existe et soit toujours actif à l'heure d'aujourd'hui, moi ça me glace le sang. Bon, ça fait beaucoup d'exemples, donc je vais m'arrêter là pour pas non plus vous donner trop mal au crâne. Mais, comme je dis tout à l'heure, j'aimerais aborder le possible lore mis en place par Dan Salvato à travers certains easter eggs, et qui concernerait son prochain jeu, le projet Libitina. Donc dans les dossiers du jeu, on peut trouver quelques petits easter eggs par-ci par-là qui alimentent le lore de Libitina, et je vous avoue que je suis très intrigué par l'histoire. Déjà, on peut trouver certaines choses grâce au fichier CHR de certaines filles. Si on change l'extension du fichier sayori.chr en sayori.ogg, on obtient un fichier audio. Et si à ce fichier audio on applique un spectrographe, on va trouver un QR code qui nous amènera sur le site projectlibitina.com, sur lequel on va pouvoir lire des rapports allant de mai 2003 à mai 2004, concernant une certaine Libitina, une petite fille qui avait 3 ans à l'époque, et parmi les différentes infos, on peut trouver qu'il est fait mention de quelque chose appelé le troisième œil, qui semble être une faculté de Libitina, faculté extrêmement puissante, hein, mais qu'elle n'arrive pas à contrôler, ce qui la rend donc très dangereuse. À partir du fichier donc de Monica, monica.chr, si on change l'extension en PNG, on obtient cette image, donc un carré plein de pixels noirs et blancs entouré d'un cercle de feu. Mais si on traduit ce carré en binaire, on obtient donc quelque chose en base 64, qui une fois traduit nous donne un message datant de 2018, et qui je pense vient de Libitina, elle-même, puisqu'elle fait référence au troisième œil, mais pas que. D'après le message, on la connaîtrait déjà, qu'on l'a déjà beaucoup aidé, et que tous les autres sont morts. Mais on reviendra là-dessus à la fin pour essayer de coller tout ça ensemble. On peut aussi changer le fichier natsuki.chr en natsuki jfif. Je sais pas trop comment prononcer cette extension, mais jfif, écoute, hein. Ce qui donnera une image assez déconcertante au premier abord, mais si on inverse les couleurs et qu'on met cette image sur un cône 3D, on obtient 7 photos, donc enfin, plutôt 7 images, d'une femme aux cheveux blancs et sans pupilles qui selon moi pourrait très bien être Libitina. Et vu qu'on n'a toujours pas de visage à lui coller, autant dire que c'est le cas. On peut aussi lier des poèmes spéciaux à tout ça,
comme le poème Rien n'est vrai, qui en apparence est un texte plein de bandes noires, ne laissant passer que quelques lettres, donc donnant le titre du poème. Mais si on modifie la luminosité des barres noires sur Photoshop, on peut réussir à lire le texte d'origine, qui nous apprend l'existence de deux autres personnages du nom de Elissa et Renier. Elissa qui serait visiblement maltraitée par Renier, et qui semblait également souffrir de symptômes, comme un battement de cœur irrégulier ou encore des douleurs thoraciques, ce qui pourrait laisser penser qu'elle subissait des expériences tout comme Libitina, et qu'elle serait maintenant possiblement morte, sa mort affectant beaucoup Libitina, et Renier donc étant, par déduction, leur possible tortionnaire. Donc à partir de tout ça, on peut mettre en place une petite théorie sur Libitina, et selon moi, elle serait une personne parmi quelques autres à posséder une capacité appelée donc le troisième œil. Une de ces autres personnes pouvant être Elissa d'ailleurs, du coup, qui aurait été enfermée dans un centre de détention avec Libitina, dans lequel elles auraient subi des expériences pour tester leur capacité. Elissa, elle, serait morte comme d'autres sujets de test, si on en croit le message trouvé en décodant donc monica.chr, mais Libitina aurait survécu. Et surtout, je pense que les pouvoirs de Libitina seraient bien plus puissants que les autres, à en croire les rapports, où la sensibilité de ses pouvoirs sont à 9 sur 10, mais qu'elle n'arrive pas à les contrôler. On peut déduire à partir du message trouvé dans monica.chr que tout se passerait en 2018, vu que l'année est écrite à la fin du message. Libitina aurait donc 17 ans, 17-18 ans, et aurait possiblement créé le jeu grâce au pouvoir du troisième œil, car elle chercherait à fuir son triste quotidien. Et elle se serait donc imaginée dans une petite vie tranquille, où elle serait membre d'un club de littérature au lycée. Mais donc, si elle est membre du club, qui est-elle? Bon déjà, c'est pas Monica, c'est sûr. Si c'était le cas, les messages seraient assez contradictoires avec les faits. Je pense plutôt que, dû au manque de contrôle qu'elle a sur ses capacités, la position de présidente du club donne des capacités qu'on a pu observer chez Monica ou chez Sayori dans la partie 4. Il nous reste donc deux choix, Natsuki et Yuri. Selon la théorie la plus répandue, Libitina serait Yuri, et l'un des plus gros indices qu'il indique est un livre qu'elle prête au personnage principal nommé le Portrait de Markov. Livre qui déjà fait référence au troisième œil avec le symbole de l'œil présent sur la couverture, et aussi par son sujet, puisqu'il parle d'expérimentation sur des humains en prison. On est donc relativement près de ce qu'on a pu déduire de l'histoire de Libitina. Mais c'est pas tout. Si on creuse un peu sur le nom de Markov, on peut voir qu'il fait sûrement référence à Andrei Markov, un mathématicien russe connu pour avoir créé ce qu'on appelle les processus de Markov, qui sont des tests de certaines variables et des états entre ces variables, comme l'état de ces variables entre la naissance et la mort, ou l'état entre la fécondation et la naissance. Chose que l'on peut retrouver dans certains tests décrits sur les rapports du projet Libitina.com. Donc, en mettant tout ça ensemble, Yuri est la plus probable d'être Libitina, mais selon moi, c'est un peu plus fin que ça. Yuri ne serait pas vraiment Libitina, mais une sorte de projection qu'elle aurait créée en même temps que le jeu. Un peu dans le même principe que dans Silent Hill, où Alessa se sépare de ce qui lui reste de bonté pour créer Cheryl, pour que la petite se fasse adopter et puisse vivre la vie qu'elle n'a pas eue. Donc quand Libitina a créé le club de littérature, elle a en même temps créé une projection d'elle qui serait Yuri et qui porte avec elle quelques informations sur la vraie Libitina, comme le portrait de Markov. Cette projection d'elle aurait donc comme but de vivre une meilleure vie, mais aussi, pourquoi pas, de lancer un appel à l'aide à travers les différents indices laissés par-ci par-là, pour que quelqu'un lui vienne en aide et pour la libérer de son effroyable quotidien. Voilà, bien sûr, tout ça ce sont que des théories, hein. On aura des vraies infos quand Salvato en parlera déjà de lui-même, ou bien quand il sortira le jeu, mais bon. J'adore théoriser sur des trucs, j'ai pas pu m'empêcher de le faire, et surtout, j'ose penser que ma théorie n'est pas forcément insensée. Sur ce, je vais vous laisser ici en espérant que cette vidéo vous ait intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, à mettre la cloche. C'était Florian, et je vous dis à la prochaine. La bise. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices,